France me fait souffrir et m'a toujours fait souffrir. Je ne suis pas le seul, maghrébin en particulier, à vivre cette situation. Parce que la France n'est pas respectueuse de son passé. Elle rejette une partie de son passé comme une sorte de peste qu'elle a eue à un moment donné et dont elle ne veut pas parler. Le départ de la France en 1962, en quittant l'Algérie après avoir quitté le Maroc et la Tunisie, a été un moment de rupture absolue, c'est-à-dire d'oubli, d'effacement de la mémoire. Quand on a exercé une souveraineté politique absolue dans un territoire et sur un peuple, une souveraineté sans partage, et que l'on abandonne ce pays et ce peuple comme si rien n'avait existé, et que l'on continue dans la métropole d'accueillir des citoyens de ce même peuple, ou ces mêmes peuples, je parle du Maghreb, pour les parquer dans la société. Exactement comme le peuple algérien a été parqué avec le code de l'indigénat. Et la poignée de Français auxquels on a ajouté la communauté juive, jouissant d'une identité française, une nationalité française pleine et entière. Cela est un comportement moralement intolérable, politiquement suicidaire. Suicidaire pour celui qui agit vis-à-vis de soi-même en cultivant, en mutilant la mémoire de la nation, et suicidaire aussi par rapport au peuple vis-à-vis duquel elle a contracté des responsabilités historiques. Je suis moi-même maghrébin, d'origine algérienne. J'ai vécu dans les années 50 au 115 boulevard Saint-Michel, ici à Paris. 115 boulevard Saint-Michel qui était le lieu de réunion de l'association des étudiants musulmans nord-africains. Elle s'appelait comme ça. C'est-à-dire que maghrébins, algériens, tunisiens, libyens, il n'y en avait pas beaucoup, mais ils font partie du Maghreb, et Mauritanie, qui sont les 5 États maghrébins après les indépendances, se réunissaient au 115 boulevard Saint-Michel, qui était la Mecque de l'Afrique du Nord. Et nous étions jeunes, je suis l'un d'eux. Nous ne pensions absolument pas aux États-nations. Nous pensions à une Afrique du Nord ouverte. Le miracle gréco-romain a fait la grandeur de l'Europe. L'Afrique du Nord en fait partie. Et quand je dis Maghreb arabe, je ferme les portes. L'histoire du Maghreb commence en 632. Elle n'a rien eu, elle ne connaît rien de ce qui s'est passé avant. Donc j'efface quelque chose. Je parle culture, je ne parle pas politique. Je parle langue, car les langues sont la dignité de l'homme et la richesse de l'homme. Il n'y a pas d'homme sans langue qui l'enrichit. Je m'enrichis du latin, je m'enrichis du grec, je m'enrichis de l'arabe, je m'enrichis du berbère, qui est la langue vernaculaire de toute la population de ce vaste espace depuis Benrazi jusqu'au Maroc, comme je l'ai dit. Effacer les langues et civilisations, quelles qu'elles soient, est un crime contre la dignité de l'homme.
un crime contre la dignité de l'homme. C'est la négation de la dignité de l'homme. Il faut savoir séparer le politique en tant qu'idéologique et le destin des cultures et des langues humaines. Voilà la position pour l'espace maghrébin. Et si l'espace maghrébin avait eu des dirigeants qui aient pu avoir dans la tête cette culture que je viens d'évoquer, cette histoire que je viens d'évoquer, l'espace maghrébin aujourd'hui serait intégré dans l'espace européen, sans aucune espèce de différenciation. Toute cette histoire ouverte sur l'ensemble de l'espace méditerranéen a été stérilisée, ignorée, chassée de la mémoire historique des Maghrébins. Saint-Augustin n'existe pas. Maître de l'Europe, maître du catholicisme, il était en l'Algérie actuelle, à Hippone. Donc je critique sévèrement l'option idéologique aveugle qui a appauvri intellectuellement, culturellement, scientifiquement, spirituellement, moralement l'ensemble de l'espace maghrébin, qui ne serait absolument pas ce qu'il est aujourd'hui devant des impasses historiques, politiques, économiques, éducatives, scientifiques, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure au sujet de l'islam. 60 ans de politique souveraine des États post-coloniaux dans cet espace politique ont choisi la fermeture intellectuelle, ont choisi le rejet de la connaissance scientifique, ont choisi le rejet des cultures européennes ô combien enrichissantes et innovantes. Je ne veux pas dire de négliger par là la culture arabe. Mais la culture arabe elle-même, avec l'islam, comme je l'ai dit, a subi les vicissitudes de l'histoire depuis le XIIIe siècle. La langue arabe a coupé totalement avec le dictionnaire philosophique qui s'est enrichi du 7e siècle jusqu'au 13e siècle avec de grands philosophes qui pensaient et faisaient de la philosophie en arabe. Avec les juifs, les chrétiens et les musulmans ensemble, tous parlaient la langue arabe. Il y a donc une manipulation de la religion, de l'islam comme religion, de la part des États postcoloniaux, tous, sans exception. Et à ce monopole que va exercer l'État sur l'instrumentalisation à son profit pour en tirer une forme de légitimité qu'il ne se donne pas par les voies démocratiques, il va générer dans la société des mouvements d'opposition politique qui vont grandir à l'intérieur des mosquées. Et après les indépendances, on a construit un nombre considérable de mosquées, ce qui veut dire que l'État a donné à la société des espaces de liberté pour faire émerger une opposition qui va entrer en rivalité avec l'État pour exercer le monopole du contrôle de l'islam, pour en tirer de la légitimité aussi. Autrement dit, l'islam change complètement de visage, en ce sens qu'il n'a plus de théologiens dignes de ce nom, d'exégètes dignes de ce nom, des juristes dignes de ce nom. Et donc il faut reprendre une politique qui pouvait démarrer dès les années 56-62, la Tunisie et le Maroc sont devenus indépendants en 56 et l'Algérie en 62. Nous avons le temps, en 60 ans, de construire un espace maghrébin ouvert, humaniste, qui appartient à la grande civilisation, qui récapitule les héritages du Moyen-Âge, car les héritages du Moyen-Âge sont extrêmement riches en ce sens que juifs, chrétiens et musulmans ont utilisé la même langue, ont développé la même culture,
bien que les religions, théologiquement, soient séparées par les contenus de leur foi. Mais avec la modernité aujourd'hui, les contenus de la foi sont en train de voler en éclats et de construire un nouvel espace de la foi, en révisant et en laissant tomber les constructions dogmatiques de la foi. Car les constructions dogmatiques de la foi héritées du Moyen-Âge sont des constructions d'exclusion réciproque. Le problème des religions monothéistes n'est pas encore ouvert en tant que dossier nouveau pour refaire complètement les théologies que nous avons héritées du Moyen-Âge et ouvrir une nouvelle pensée théologique qui s'imposerait aux 3 versions du monothéisme. C'est le travail auquel je me suis livré depuis 50 ans.